Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage que j'avais pas du tout prévu. Donc je me suis dit que comme il faisait beau, j'allais vous le tourner dehors. Alors si ma Model S est derrière moi, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une bonne raison de le faire. Et parce qu'aujourd'hui on va parler de Tesla, on va parler d'Elon Musk, on va parler de cette Model S et on va parler de l'avenir de Tesla. J'ai de nouvelles informations qui me font penser que Elon Musk joue un jeu extrêmement dangereux aujourd'hui, et c'est de cela qu'on va parler dans cette émission. Allez, c'est parti. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Alors avant de commencer l'émission, je pense que vous avez vu le petit tag hashtag POIES, POIS. Alors c'est une nouvelle playlist tout simplement que je vais vous mettre sur la chaîne, qui est Petites observations industrielles et économiques, qui est en fait le cœur d'une des parties de mes vidéos. Donc je pense que j'y mettrai également des anciennes vidéos où je vous parlais de stratégie, d'industrie, etc. Voilà. Suite à la vidéo de mercredi dernier, où on parlait du licenciement des équipes de superchargeurs, etc. J'ai eu des petits retours, et j'ai eu un retour extrêmement intéressant d'outre-Atlantique. Je vous dirai pas qui, je ne donnerai strictement aucun nom, parce que la personne qui m'a révélé ces informations n'est, un, pas censée les donner, et deux, je veux pas qu'elle soit embêtée ou quoi que ce soit. Alors sachez que la personne qui m'a contacté travaille avec Tesla depuis 2014. Du coup, ce qu'ils m'ont dit ne corrobore pas tout à fait ce que j'ai dit dans la vidéo de mercredi. Donc, je pense qu'il est déjà nécessaire de mettre une petite mise au point. Cette personne m'a donné 4 points sur lesquels ma vidéo n'est pas tout à fait exacte, parce que il semblerait que les licenciements ne se soient pas limités à certains services. En fait, tous les services administratifs des superchargeurs, tous sans exception, voire même des opérationnels, sont touchés par les licenciements. Premièrement, donc, il n'y a plus personne qui est en mesure de dire à cette entreprise et à ces personnes qui travaillent depuis 2014 au développement des superchargeurs, hein, je vous le rappelle, donc ce qu'ils doivent faire avec les commandes en cours, c'est-à-dire les commandes de matériel sur l'année 2024. Pour info, il y en a pour 1 million de dollars. Deuxièmement, il y a également un total silence radio sur les commandes déjà signées de 2025, qui représentent, elles, encore 2 millions de dollars supplémentaires. L'entreprise n'a plus aucun contact. Il n'y a plus aucun moyen pour eux de savoir ce qui est en train de se passer chez Tesla. Est-ce que les commandes sont toujours valides? Est-ce qu'elles vont être annulées? Est-ce que... En plus, cette entreprise va entreposer du matériel pour Tesla, pour les superchargeurs. Donc à savoir... Il y a les bornes superchargeurs, il y a les armoires de transformation, il y a les luminaires, les poubelles, enfin tout ce qui est nécessaire à l'installation et à l'implantation d'un superchargeur. Eh bien, tout cet entreposage-là, aujourd'hui, Tesla n'a plus aucun contact pour répondre qu'est-ce qu'on fait de ce matériel. Et quatrième point, eh bien, pour toutes les factures impayées, et puisque depuis l'annonce des licenciements, il n'y a plus aucune facture qui a été payée, il n'y a plus personne en face pour répondre à cette entreprise aux factures impayées. Et quand est-ce qu'ils vont être payés? Est-ce qu'ils vont être payés? Autrement dit, Tesla a entièrement coupé les ponts avec ses fournisseurs superchargeurs. De plus, cette personne m'a dit qu'ils avaient des contacts personnels avec des gens qui étaient des gens de la maintenance, donc qui s'occupaient de l'entretien des superchargeurs sur place et de la mise en route forcément, et ces personnes ne font plus partie de Tesla. Donc là, on se retrouve avec une situation qui est extrêmement dramatique. Maintenant, outre-Atlantique, il y a autre chose. C'est que le licenciement n'est pas forcément codifié comme il peut l'être chez nous. Et je l'ai dit, chez nous, il y a des protections, etc., qui peuvent déboucher sur des choses qui ne sont pas forcément très sympas pour les employés, ni pour les employeurs d'ailleurs. Mais au final, voilà, c'est comme ça. Chez nous, on a des protections. Là-bas, il n'y en a pas. Mais Tesla y allait plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs chez Tesla qui n'ont même pas eu de lettre de licenciement ou de mail de licenciement. Rien. La seule chose dont ils se sont rendus compte, c'est que leurs accès, que ce soit leurs accès informatiques, que ce soit leurs accès au bâtiment, aux zones réservées aux employés, donc par les digicodes, etc., avaient été résiliés.
Donc ils avaient toujours leur badge, mais leur badge ne marchait plus. C'est tout. Ils sont plus payés, voilà. Ils ne font plus partie de la société, mais personne n'a été foutu, n'a eu le respect de leur dire. Donc voilà, aujourd'hui Tesla est dans une phase complètement ubuesque. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que j'ai lu ça. C'est la biographie de Walter Isaacson sur Elon Musk. Et là-dedans, il y a beaucoup de clés qui permettent d'expliquer l'attitude d'Elon Musk aujourd'hui. Et il y a une clé qui date de l'époque de l'école et de l'université. À l'époque de l'université, Elon Musk était un grand joueur. Pas un joueur de jeux vidéo, même si après il avait beaucoup aimé ça. Quand il était à l'université, les jeux vidéo, ça existait quasiment pas. Je le sais puisque j'ai le même âge que lui et on va dire, j'ai commencé à vraiment jouer aux jeux vidéo quand j'avais 25-26 ans. Donc j'étais sorti de l'école. Elon Musk, lui, jouait beaucoup à des jeux de société. Des jeux type Risk, type, je sais plus, il y avait un truc qui s'appelait Pétrole. Enfin, il y avait beaucoup de jeux de société qui étaient des jeux économiques. Des jeux style ce qui est devenu aujourd'hui les jeux de stratégie type Settlers, type Civilisation, type voilà, même SimCity en est un. Et Elon Musk avait une particularité dans ces jeux, c'est qu'il gagnait très souvent et il gagnait avec de grandes longueurs d'avance. Et en fait, il gagnait parce qu'il mettait toute son énergie dans le jeu. Et surtout, c'était quelqu'un qui avait l'habitude très régulièrement de mettre tapis. Il avait une conscience déformée de la réalité et du risque, du danger. Alors, elle est peut-être déformée par rapport à nous, mais je ne dis pas qu'elle est déformée par rapport à la réalité. Parce que aujourd'hui, nous avons tendance, nous, à sous-estimer les risques et à sous-estimer la situation dans laquelle nous sommes. Économiquement et politiquement parlant, clairement, les situations sont minimisées. Elon Musk, lui, il les voit dans son entièreté et en prend les mesures. Et dans le cadre de Tesla, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre tapis. Il est en train de mettre toutes ses billes dans le jeu, comme si Tesla était en danger de mort. Quelque part, je pense qu'il le croit. Je pense qu'il n'a pas conscience du fait que, oui, Tesla était sur une voie qui n'était pas très bonne pour l'avenir, mais que le constructeur avait besoin d'un moment pour se reposer, d'un moment pour consolider ses bases afin de progresser. Lui, tout ce qu'il a fait, il a détruit toutes les bases et il a dit maintenant on reconstruit mais en plus grand. Bon, ok, c'est pas une approche très commune, mais je vous avouerai que moi j'ai à peu près la même. Si je fais un script par exemple sur une vidéo, je vais la construire, je vais l'écrire, je vais la tourner, je vais la monter, et souvent en fait il y a des vidéos qui me posent problème. Alors, quand c'est des petits problèmes, je les résous, que ce soit de l'éclairage, que ce soit un problème technique, que ce soit un problème de chiffrage, une erreur de calcul qui s'est glissée entre-temps, il faut la corriger. Par contre, il y a des vidéos, par exemple, où je le sens pas. Où il y a un moment où, au courant de la production, je le sens pas. Et bien là, en général, je prends toute la vidéo, je la mets à la poubelle et je la recommence de zéro. Parce que c'est là que j'ai le meilleur résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, Elon Musk est en train de se préparer à faire cela, au moins en ce qui concerne le siège de Tesla. Donc tout ce qui est administratif, la seule chose qu'il va conserver, c'est les gens qui lui sont extrêmement fidèles, à savoir ceux du centre de style et du centre technique. Mais globalement, tout ce qui est périphérique, il va tout licencier, il va tout virer, pour pouvoir reconstruire quelque chose à l'image qu'il veut, et quelque chose qui marche. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas d'inquiétude sur la destruction de Tesla en tant que telle, parce que Tesla a beaucoup d'avance et d'argent. En revanche, si les décisions que prend Elon Musk aujourd'hui sont mauvaises, eh bien Tesla va en pâtir à l'avenir. Je vous ai dit que ma Model S qui est derrière moi avait une importance dans cette vidéo, et je vais vous expliquer pourquoi. Cette voiture est totalement emblématique de la stratégie de Tesla. Et ce que je vais faire maintenant, c'est faire un comparatif, et je vais mettre 3 manières de faire différentes, de 3 startups différentes, et qui débouchent sur un résultat ou pas. On n'en sait rien aujourd'hui. Les 3 startups ont toutes une chance de réussir et un risque d'échouer. Toutes les 3. On va commencer par Tesla, bien sûr, lorsqu'ils ont sorti la Model S. La Model S a été conçue comme étant une voiture qui devait être rentable rapidement.
Surtout, elle devait avoir deux caractéristiques. Premièrement, générer du cash. Deuxièmement, et ça c'est le plus important pour Elon Musk, elle devait changer le monde. Et donc, il fallait qu'elle ait des caractéristiques exceptionnelles. C'est l'innovation qui a guidé complètement Tesla. Et ils y ont mis les moyens humains, les moyens financiers, pour aboutir à une voiture qui n'est pas parfaite, et de loin, mais qui n'avait rien à voir avec ce qui existait sur le marché à l'époque. Clairement, Tesla joue une stratégie de risque maximum. Et plus la confiance du constructeur augmentait, plus le capital et les bases du constructeur augmentaient, plus les risques augmentaient. Et contrairement à une autre entreprise qui, lorsqu'elle a gagné et qu'elle commence à gagner beaucoup, eh bien, se dit « Oula, stop, ça marche, maintenant je vais gérer ça ». Non, non, Elon Musk, lui, il a dit il veut continuer sa croissance. Il n'est pas arrivé là où il voulait arriver, donc il continue. Quelque part, on a un peu la même chose avec SpaceX aujourd'hui, hein, avec la surenchère du Starship, qui clairement peut mettre à mal SpaceX à l'avenir. Donc Elon Musk est en train de jouer le va-tout. C'est à croire qu'il cherche à se mettre dans la merde en fait. Parce que avec SpaceX et Tesla, il s'est mis dans une mouise, quelque chose de bien, qui était quand même largement supérieur à ce qu'il avait vécu à l'époque de X.com ou à l'époque de Zip2. À chaque fois que les choses vont trop bien, c'est à croire qu'Elon Musk veuille se mettre dans la mouise pour se pousser à aller plus loin et aller plus haut. Alors ça, c'est une stratégie extrême. Maintenant, je vais vous présenter une autre stratégie extrême qui est dans l'opposé. C'est la stratégie de Lucid Motors. Lucid Motors, c'était la stratégie du « je vais bouffer du Tesla, je vais bouffer du Elon Musk, je ne peux pas blairer ces gens, je vais leur faire bouffer la poussière ». Clairement, les objectifs ne sont pas atteints et de loin, Peter Rawlinson, lui, il voulait réussir à faire une voiture meilleure que la Model S avec la Lucid Air et je pense très sincèrement qu'il y a réussi, mais surtout une voiture qui se vende mieux que la Model S. Et là, par contre, il a gravement échoué. Donc Rawlinson, voyant son échec, s'est tourné vers une autre stratégie en se disant « Moi, je vais continuer à développer ma marque, mais d'abord, je vais développer une image de marque, je vais développer une technologie, je vais développer plein de choses parce que j'ai de l'argent derrière. J'ai les fonds de pension saoudiens qui abondent et qui me donnent du fric tant que j'en ai besoin pour réussir à faire la meilleure voiture du monde. » Quelque part, ça me fait penser à des éternelles startups qui ne gagnent jamais d'argent. Il y a une entreprise qui, pendant un 3/4 de siècle, a vécu la même chose et n'a jamais été rentable, jusqu'à être rachetée par une société qui, finalement, a absorbé complètement l'image du constructeur, mais a complètement détruit la technologie et l'innovation au sein même de ce constructeur automobile. Et ce constructeur, il est français et il s'appelle Citroën. L'entreprise Citroën n'a gagné de l'argent qu'à partir du moment où elle a été rachetée par Peugeot. À ce moment-là, eh bien, on a commencé à voir apparaître des voitures comme la BX, qui en fait était une 405 avec des suspensions hydrauliques. Une XM, qui était une 605 avec des suspensions hydrauliques. C'est tout. Après, le reste, c'était la même voiture. Ils ont fait jouer les effets de plateforme en détruisant certaines technologies que Citroën avait mis en place, jusqu'à détruire totalement la technologie Citroën avec la disparition de l'Hydractive au final. En fait, Citroën réinvestissait ses gains pour faire quelque chose de mieux à chaque fois. Et il a fallu que Peugeot mette le haut là, parce que sinon l'entreprise était morte. L'entreprise a failli mourir 2 fois lorsque des produits emblématiques sont sortis. Et la première, c'est la Citroën Traction. La Traction est un immense succès commercial. Et pourtant, Citroën n'a pas gagné d'argent avec. À l'époque, ce qui s'est passé, c'est que Citroën avait tellement de dettes, ils étaient en cessation de paiement, Michelin a racheté l'entreprise pour un franc symbolique suite à une facture impayée. Et donc, Michelin s'est retrouvé propriétaire de Citroën et a réinjecté de l'argent jusqu'en 1975. En 1955, Citroën avait sorti la DS. DS qui a été un immense succès, surtout un succès d'image, mais pas un succès de bénéfice. Et l'évolution logique de la DS, c'était la CX. Peu avant, Citroën avait racheté Maserati et avait fait la SM. C'est un peu le roadster Tesla, on va dire. C'est un truc. C'était de la voiture de prestige. Et dans la foulée, eh bien, ma foi, la CX est sortie. Mais par contre, la SM et la CX avaient coûté extrêmement cher en développement.
Ce qui fait que finalement, Michelin n'était plus trop enclin à remettre de l'argent dans l'entreprise une énième fois, et donc a vendu à Peugeot. Lucide, je compare vraiment à Citroën, et là ils sont en phase de développement. Est-ce qu'ils vont réussir à faire de leur entreprise une entreprise viable? J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, ce ne l'est pas, mais ils ont un financier qui a suffisamment de moyens pour réinjecter encore pendant des années. Et donc, jusqu'à produire un modèle qui soit abordable et, comme dit Peter Rawlinson, un concurrent au modèle Y. Je suis vraiment curieux de voir cette auto, parce que si elle ressemble au Gravity, je ne suis pas sûr qu'esthétiquement ça plaise. Maintenant, bon, ma foi, ça c'est une question de goût. Et puis l'autre chose, c'est que c'est quoi? C'est un énième SUV dans un marché qui en est plein. Et ça, on va en reparler d'ailleurs, hein, puisque dans d'autres POIs, je vais vous parler entre autres de la stratégie du SUV. Donc là, finalement, on voit que Lucide a une stratégie qui est de brûler du cash pour développer une technologie et un moyen de fonctionner qui va permettre d'avoir un modèle rentable par la suite. Tesla n'avait pas cet argent, c'est pour ça qu'ils ont eu une approche extrêmement agressive en disant c'est les bénéfices d'un modèle qui vont financer la génération suivante. On a vu ce que ça a donné avec la Model 3 et le Model Y, surtout la Model 3 d'ailleurs, ça a failli faire tuer l'entreprise. Là en l'occurrence, Lucide, on pensait qu'ils allaient couler, mais non, derrière eux, il y a des financiers qui sont capables de mettre énormément d'argent à perte pendant très longtemps pour avoir un résultat. Et il y a la troisième situation, qui est la situation médiane intermédiaire. C'est ce que vit aujourd'hui Rivian. Rivian a des financements qui sont solides. Il y a eu Ford qui a investi dedans, il y a bien sûr Amazon qui est le plus gros actionnaire aujourd'hui de Rivian et plein d'autres actionnaires, etc. Rivian a décidé de faire les choses de manière intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils connaissent une certaine urgence dans le fait de devenir rentable. En plus, ils ont maintenant présenté le modèle qui est celui qui doit donner la rentabilité, ou en tout cas la plateforme, à savoir R2, R3, R3X. Pourtant, ils ne laissent pas tomber le R1 et R1S, pas plus que la camionnette, dans les évolutions. Au départ, les voitures étaient équipées de moteurs Bosch, elles étaient équipées de pas mal de choses qui venaient de l'extérieur. Finalement, aujourd'hui, il y a une grosse évolution qui se fait avec plus de matériel en interne, à savoir moteur, réducteur, inducteur, tout ça c'est produit en interne maintenant. Ils vont arrêter d'utiliser du matériel qui vient de l'extérieur, ce qui va réduire les coûts, ce qui va augmenter la production, ce qui va permettre aussi d'atteindre plus facilement la rentabilité. Donc aujourd'hui, on a trois situations. Une situation d'urgence absolue, selon le patron, à savoir Tesla, qui veut tout autofinancer soi-même et qui veut être indépendant, qui veut réussir à progresser beaucoup plus vite que tous les autres. Ok. Deuxièmement, on a donc Lucide qui lui dit « moi je brûle du cash mais je prépare l'avenir ». Et on a la troisième approche qui est celle de Rivian qui dit « moi je vais améliorer mes produits, plus préparer l'avenir en même temps, en améliorant mes process de production, en simplifiant les voitures et finalement en faisant ce qu'a fait Tesla, mais ce que Tesla a fait dans l'urgence ». Salut chien. Voilà, ça c'est Ubi qui a bien grandi, hein, mon bonhomme. Donc voilà, les trois stratégies sont extrêmement différentes et les buts sont aussi différents. Autant Lucide continue à afficher des buts d'hégémonie au même titre que Tesla, de devenir peut-être un numéro 1 mondial un jour. J'y crois très peu pour Lucide, beaucoup plus pour Tesla. Et puis Rivian qui dit moi je continue mon petit bonhomme de chemin, moi ce qui m'intéresse c'est de chaque année faire mieux que ce que j'ai fait l'année précédente, puis on verra bien où ça nous mène. Moi, c'est une approche que j'aime beaucoup parce que c'est une approche qui ressemble à celle des marathoniens ou des coureurs de fond, des ultra-trailers. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est pas l'autre. L'ennemi, c'est soi-même. C'est celui qu'il faut battre, c'est soi-même. Et en s'améliorant chaque fois, eh bien, on arrive à quelque chose de plus grand que si on s'était fixé un objectif. Sauf si l'objectif est complètement délirant et qu'on y arrive quand même. Typiquement ce que fait Elon Musk. Dernier point, et là on va arriver à notre conclusion, quelles sont les conséquences que cela peut avoir pour l'avenir. Là on a deux solutions, soit Elon Musk se plante, soit il réussit son coup. Et clairement Tesla aujourd'hui, si Tesla se plante, vu les moyens mis en jeu, je suis pas sûr que l'entreprise se relève.
J'ai l'impression de voir Apple dans les années 90. Donc j'ai un peu peur. À l'époque, Steve Jobs était un réel danger pour l'entreprise. Et qu'il soit parti, qu'il a été viré, ça a été très très bien, puisque quand il est revenu, il s'était formé, il avait changé. Et il a sauvé l'entreprise. Mais il le disait même lui-même, hein, à l'époque où il a été foutu dehors, clairement, il n'était pas capable de réussir ce qu'il a fait par la suite. Donc si Tesla échoue, ça va mettre un gros plomb dans l'aile à la mobilité électrique. On va voir les constructeurs traditionnels reprendre énormément d'envergure et proposer de l'hybride, proposer même de la thermique, en disant oui mais on est quand même plus propre que l'électrique, hein. Et ils vont continuer à augmenter leur emprise sur les clients. Donc avec des entretiens chers, avec des réparations chères, avec des produits extrêmement complexes, très compliqués à entretenir ailleurs, etc. Enfin, si les constructeurs traditionnels reprennent la main sur du thermique ou de l'hybride, eh bien, ils vont tenir les clients par les... Voilà. Voyons maintenant ce que ça donnerait dans l'autre sens. Jusqu'à présent, Tesla a fait du mal, hein, clairement, aux constructeurs traditionnels lors de la deuxième génération de véhicules, à savoir la génération de la Model 3. Je me rappelle quand Tesla Anaheim a été ouvert, on était en début d'année, c'était février, mars, un truc dans le genre. Les vendeurs de Tesla avaient sorti 700 voitures, 700 Model 3 en 3 semaines. Je crois que c'était au mois de mars. Et j'avais des copains qui bossaient en face chez Citroën ou chez Mercedes. Et les mecs, ils pleuraient, quoi. Ils pleuraient. Vous avez vendu combien de voitures? 3. Mercedes. La grosse concession Mercedes de Strasbourg. 3 voitures, ils ont vendu en un mois. Chez Citroën, il ne me l'a pas dit, mais voilà. Imaginez si Tesla réussit son coup avec la compacte. Imaginez ce qui va se passer. Eh bien, c'est pas compliqué. Là, va y avoir des morts. Chez les constructeurs traditionnels, il y aura des morts. Tous ceux qui se sont basés exclusivement sur les hybrides, sur les thermiques, etc. Ces gens-là, ils vont mourir. Très vite. Très, très vite. Alors, bien sûr, ce ne sera pas immédiat, mais clairement, ils vont être étouffés par la vague de véhicules électriques qui va arriver. Et les Chinois, derrière, sont là aussi, quelque part en embuscade pour profiter de cette situation-là. Même si je pense que vraiment, les Chinois, il ne faut pas s'en inquiéter, parce que pour l'instant, ils sont encore dans une phase où ils copient plus les constructeurs traditionnels qu'ils ne copient Tesla. Et ça, c'est peut-être la chance qui fait qu'on a encore, chez nous, industriellement parlant, une chance de se rattraper. Mais ça, je vous propose qu'on en reparle dans les prochaines vidéos de POIs. Et le prochain POI, je vais déjà vous dire ce que ce sera, puisque j'ai décidé de parler des 3 grands constructeurs japonais. Et d'un constructeur japonais qui pourrait, à mon sens, cacher son jeu, plus que vous ne le pensez. Mais ça, c'est pour le prochain épisode, je vous en dirai pas plus. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.